Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition des Experts au féminin. Voilà maintenant un mois que vous nous accueillez chez vous et que vous nous faites confiance. Comme d'habitude, autour de moi, sur ce plateau, une invitée, mais également nos expertes de choc. Bonsoir Maëlle Félix-Henry. Rappelez-nous de quoi nous discutons en général avec vous ici. Alors, je suis spécialisée en communication, en gestion de projet et une fervente amoureuse du sport. À côté de vous, Amanda Collangean. Bonsoir Amanda. Alors, quels sont vos champs d'expertise, pardon? Bonsoir, alors avec moi, nous allons parler de tendances des réseaux sociaux pour les experts au féminin, excusez-moi. Très bien. En face de vous, Cindy Bajazé. Bonsoir Cindy Bajazé. Rappelez-nous vos champs d'expertise. Bonsoir Axel, je suis juriste, formaliste, formatrice en création d'entreprise et avec moi on parlera justice et entrepreneuriat. Très bien. Alors ce soir exceptionnellement nous avons pas Maëlle mais Joël, pardon, Joël Badralou par Skype qui est en duplex avec nous du fait de la situation que nous connaissons. Bonsoir Joël. Alors Joël, pour celles et ceux qui nous découvrent ce soir, merci de nous rappeler vos champs d'expertise et aussi ce que vous faites dans la vie. Alors, je fais ça des et également sur jeuxvideo.com où je parle voyage, tourisme, gastronomie. Et dans les experts au féminin, nous parlerons précisément de tourisme et de gastronomie. Très bien. Mesdames, merci. Ce soir, nous avons une invitée de choix. Jessica Brudet, bonsoir. Vous êtes fondatrice de l'application Foodil, mais également de Foodil le Mag. Avec vous, nous allons discuter de comment continuer d'exister et réussir malgré les crises. Alors, avant d'entrer dans ce cœur du sujet, rappelez-nous qu'est-ce que Foodil exactement et comment vous est venue cette idée. Alors Foodil est une application à la base, une application qui a pour but de promouvoir la gastronomie, de promouvoir les restaurants. Donc en 2014, lors de la création, on a créé un objet, un outil qui permet à tout le monde, où qu'il soit, de trouver les adresses pour manger en Guadeloupe. Très bien. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de créer cette application Foodil qui est aujourd'hui très populaire en Guadeloupe? Alors on va dire que c'est le ventre qui a parlé, puisqu'à l'époque j'étais étudiante, j'avais pas beaucoup d'argent et j'avais pas envie de gaspiller mon argent. Et je me suis dit que je vais créer un outil qui va permettre à tout le monde d'avoir les références, de trouver tout de suite la bonne adresse pour manger. Très bien. Alors, on sait aussi que vous animez un groupe Facebook autour justement de la question de la gastronomie en Guadeloupe. Est-ce que cette communauté vous a beaucoup aidé pour pouvoir créer cet outil? Exactement. Où fait-il bon manger, qui est le groupe qui est la genèse, puisque le groupe a été créé en 2012, donc 2 ans avant l'application. Et dedans, les personnes disent où est-ce qu'elles ont mangé, ce qu'elles ont aimé, ce qu'elles n'ont pas aimé, et indiquent un peu, donnent le chemin pour trouver la bonne adresse. Très bien. Alors, on sait que l'application Foodil est en cours de refonte. Exactement. Quand sera-t-elle de nouveau disponible et quelles seront les nouvelles fonctionnalités? On espère pouvoir la sortir première semaine du mois de janvier, puisqu'on a eu l'accord, le soutien du conseil régional. Nous sommes accompagnés par le conseil régional et on espère pouvoir la sortir première semaine de janvier. Très bien. Les donc, nouvelles fonctionnalités, oui. Donc concernant les nouvelles fonctionnalités, on aura par exemple les événements, la possibilité de savoir où est-ce qu'il y a des brunchs organisés, où est-ce qu'il y a des midi-minuit, où est-ce qu'il y a des soirées, toujours en rapport avec la gastronomie. Très bien. Et on pourra toujours noter et apprécier une expérience culinaire? Exactement, on pourra toujours noter, partager nos photos. Il y a aussi l'ajout des menus, la possibilité, on a étoffé les champs au niveau des filtres. Par exemple, si on a envie de manger avec une ambiance piano, on pourra chercher l'ambiance piano, pied dans le sable, ça fait partie des filtres qui ont été ajoutés. Ça promet. Alors justement, après quelques années à développer ce superbe support qui nous a changé la vie, il faut dire les choses telles qu'elles sont, vous avez lancé ce magazine Foodil le Mag avec Mylène Colmar. Après l'application, ce magazine, c'était une évidence? Exactement, puisqu'on est d'abord passé par le blog et puis on s'est rendu compte qu'on avait la volonté de figer un peu les textes, de figer l'histoire de ces personnes qui brillent, qui font des choses extraordinaires, puisqu'on se rendait compte qu'avec un site internet, avec un article qui va sur un réseau social,
l'information passe et oublie rapidement. En faisant des beaux magazines, en faisant des beaux supports, les personnes les gardent et les histoires restent pour la vie. Très bien. Alors, comment est-ce que vous avez choisi Mylène Colmar? C'est vrai qu'on la connaît bien, c'est une blogueuse qui est spécialisée sur la Grande Caraïbe, mais comment est-ce que vous êtes rencontrés? Comment est née cette rencontre entrepreneuriale qui a l'air d'être une belle amitié entrepreneuriale également? Effectivement, alors pour moi, Mylène était la référence pour m'accompagner sur le magazine, mais nous nous sommes rencontrés dans le milieu associatif, puisqu'on en a commencé avec Guadeloupe Tech, avec aussi le TEDx, oui, où on animait la communauté, l'aspect communication de ces deux associations. Et ensuite, quand m'est venue l'idée de faire un magazine, je me suis dit, mais je dois m'allier à la meilleure, et c'était Mylène Colmar. Alors, justement, toujours avec Mylène Colmar, vous avez créé The Flamboyant Agency pour éditer Foodil le mag, mais vous éditez également d'autres supports. Parlez-nous justement de cette expérience que vous avez eue avec le chef Kishna. Exactement, on a eu la chance d'être choisi par le chef Kishna et sa fille Vanessa pour éditer son premier livre. Après tant d'années de travail, de dons à la Guadeloupe, il était pour nous normal de lui proposer donc de coucher ses mots, de coucher ses recettes, et on a été élus, on était vraiment très fiers. Oui, et le résultat est magnifique, puisque là on a un livre qui est tout à fait pratique. Comment est-ce que vous avez conçu ce livre, puisqu'il arrive bien sur le plan de travail? Exactement, puisque l'idée c'était un peu de sortir des champs habituels, d'avoir un outil que les gens puissent poser sur leur table, consulter de façon générale, ne pas avoir touché les pages pour salir. Et c'est pour ça qu'on a choisi ce format-là. Alors, pour celles qui nous regardent, on va voir à l'écran le livre qui s'affiche, le livre du chef Joël Kishna. Rappelez-nous le titre. Voilà. Donc, c'est la sélection du chef Kishna, c'est ça, aux éditions TFA. C'est ça, alors, voilà. Donc, comment est-ce que vous avez décidé de partir sur ce format? C'est une réflexion avec le chef ou c'est quelque chose que vous lui avez proposé directement? Alors, on a proposé le format. Le chef et sa fille Vanessa, donc ils sont tous les deux à l'origine du livre, voulaient un format qui permettait d'avoir des œillets. Ensuite, on a poussé la réflexion un peu plus loin puisqu'on est parti sur le format des calendriers. Je ne sais pas si vous connaissez les calendriers perpétuels un peu. Et de se dire, mais tiens, pourquoi pas partir sur ça pour sortir des champs et proposer quelque chose de différent. Très bien. Donc du coup, on peut avoir le livre sur la table, le feuilleter et ne pas avoir le livre qui se referme à chaque fois, comme c'est un peu difficile avec les livres classiques en cuisine. Et en fait, la sélection du chef Kishna, c'est assez particulier puisque c'est un livre qui est voué à se perpétuer aussi, puisque là, il a partagé un certain nombre de recettes. Mais l'idée, c'est d'aller encore plus loin, de proposer encore d'autres recettes et de continuer le travail. Donc très certainement l'idée, c'est de coucher les mots, de laisser des traces pour que tout ne soit pas toujours très oralisé. Très bien. Alors, quand vous, The Flamboyant Agency, vous accompagnez un chef d'expérience comme Joël Kishna, comment se concrétise véritablement la collaboration? Est-ce que vous écrivez à sa place ou vous le conseillez? Comment est-ce que ça fonctionne? Alors, on a été un peu... Donc, dans le volet édition, on a deux volets. Soit on prend en charge tous les frais, soit ils prennent en charge leurs frais et on les guide un peu sur le chemin de la maquette, de l'imprimerie. Et eux, ils ont choisi le volet d'être guidés. Donc, on a corrigé les textes, ils avaient déjà écrit la plupart des recettes. On a co-réalisé la maquette et on a utilisé notre maison d'édition pour pouvoir imprimer. Le fait d'utiliser la maison d'édition nous fait payer moins cher puisque nous sommes maison d'édition et nous avons donc une TVA moins chère. Très bien. Et j'imagine que la communication aussi, vous avez utilisé les réseaux sociaux et les canaux de Foodil et les autres. Oui. Étant donné que maintenant nous sommes gages de confiance, le fait de pouvoir utiliser nos réseaux permet aussi d'accroître un peu, puisque lui, il a une communauté déjà bien établie. Et exigeante, selon ce qu'on voit sur les réseaux. Exactement, et exigeante. Et le fait de pouvoir aussi toucher la communauté de Foodil, qui est quand même une communauté de 25-35 ans, quand même un peu plus jeune, permet d'étendre un peu et de vendre plus.
Très bien. Alors, justement, toujours avec Joël Kichner, on a vu il y a quelques semaines cette mise en relation fantastique que vous aviez réalisée avec le blogueur français Hervé Cuisine, qui, alors, pour la petite histoire, chères téléspectatrices et téléspectateurs, je vois Jessica Brudier qui rigole déjà. Hervé Cuisine, c'est un blogueur français très influent et très populaire, et il s'est lancé dans la réalisation d'un colombo traditionnel, et malheureusement, ce qu'il avait commencé à réaliser n'avait rien d'un colombo traditionnel, et c'est là que vous, Jessica Brudier, vous intervenez. Racontez-nous la suite. Alors exactement, en fait, je l'avais déjà interpellé sur le fait que je souhaitais le faire venir en Guadeloupe. Et quand il a posté ça, je lui ai dit, mais regarde, je t'avais dit de venir en Guadeloupe. Et je te propose donc de te rattraper en réalisant une recette de colombo avec un chef qui est reconnu pour son colombo de qualité. Et c'est là qu'il a reçu, il a accepté. Et on a beaucoup aimé son humilité, le fait qu'il s'est excusé à l'antenne pour dire, mais puisqu'il a été du coup vilipendé sur les réseaux sociaux, tout le monde l'a hué sur tous ses réseaux YouTube, mais vraiment, au point qu'il a dû supprimer la vidéo. Et là, il a accepté, il a fait... C'était vraiment un très bon moment avec lui. Effectivement, donc vous étiez en duplex avec lui. Exactement. Alors, vous ici à Saint-François avec le chef Kichner et lui en France hexagonale. Et vous avez fait un beau duplex diffusé et sur ses réseaux sociaux et sur vos réseaux sociaux, sur Instagram, si j'ai bonne mémoire. Exactement. Et le chef Kichner lui a montré pas à pas comment réaliser le vrai colombo. Voilà, on lui a donné la liste des ingrédients en amont qu'il a pu trouver puisqu'il était de passage sur Paris. Et il a su réaliser brillamment la recette. Et après, quand on lui a demandé, il a dit, mais c'est sûr, mais c'est carrément pas la même chose. Ça n'a rien à voir. Bon, d'où la nécessité d'avoir des acteurs sérieux comme vous qui faites la veille. Et cette mise en relation était vraiment extraordinaire. Je tiens encore à le saluer, puisque c'est vrai que nos chefs, bien souvent, restent dans leur coin et d'autres nous racontent à notre place. Et je crois que ça fait aussi partie de cette stratégie d'écriture de soi, de la culture guadeloupéenne. Et ça, je voulais vraiment le souligner. Ce que vous avez fait avec Hervé, c'était vraiment excellent dans ce sens-là. Et pour nous aussi, il est très important de faire, pas une distinction, mais de bien montrer qu'il y a des choses à faire et des choses à respecter. La cuisine peut être évolutive, mais il y a des bases qu'il faut pas dérespecter. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait le débat. Oui. Je ne sais pas si vous avez suivi, on a fait un débat cuisine évolutive contre cuisine, pas contre vraiment, hein, mais contre cuisine traditionnelle. Et on a réuni plusieurs chefs, dont le chef Kichner, le chef Antus également. Et je ne vais pas tous les citer. Voilà. Mais en fait, l'idée, c'était de confronter les avis, de confronter un peu les opinions et de montrer qu'on a notre base, qu'on peut essayer de la faire évoluer, mais de ne pas oublier d'où on vient. Effectivement, je me souviens très bien de ce débat qui était diffusé sur Facebook en direct et on pouvait poser des questions. Ce qui en était sorti, c'était que oui, on peut faire de la cuisine évolutive, mais pour pouvoir faire de la cuisine évolutive, encore faut-il déjà maîtriser le côté traditionnel des choses. Alors, Jessica Brudier, venons à un sujet qui n'est pas forcément très agréable, mais on trouve que vous vous en sortez très bien quand même, nous ici, aux experts au féminin. Nous sommes en train de passer près de 2 ans de crise sanitaire, doublée d'une crise sociale aujourd'hui en Guadeloupe, avec le corollaire qui est la crise économique. Comment est-ce que vous vous en sortez à Foodil ? Alors, au niveau de Foodil, la crise nous a oublié peut-être un numéro de magazine. Donc, on a un numéro qui devait sortir en mars 2020, qu'on a décidé de sortir au mois de juillet, un peu retardé puisque c'était l'époque où nous étions confinés. Donc, c'est à ce niveau-là. Mais après, comment on s'en est sorti ? L'idée, c'était peut-être de faire un moins gros magazine, mais de faire. Puisqu'on sait que la présence, on sait que cet outil est indispensable pour le milieu de la restauration, la transformation, les artisans, mais aussi vous qui êtes les lecteurs, de montrer qu'on brille. Donc l'idée, c'est de garder l'espoir, de montrer qu'on peut encore faire. Et c'est ce qu'on a réussi à faire avec le magazine. Et on l'a réussi parce qu'on a des partenaires et des annonceurs de confiance. On l'a réussi parce que depuis 7 ans, Foodil fait un travail qui est véritable, un travail qui est avéré, un travail que les restaurateurs respectent maintenant. Et c'est pourquoi, malgré la crise, ils décident d'annoncer
et ils nous font confiance. Oui, effectivement, quand on regarde Foodie le magazine, ce n'est pas un simple copier-coller comme on peut voir dans d'autres magazines ou des photos achetées sur des banques de données. Vous faites tout de A à Z. Ouais, si on a une photo de banque d'images, c'est beaucoup. Toutes nos photos sont réalisées, on travaille avec un grand nombre de photographes, on travaille avec toute notre équipe est de Guadeloupe. Donc l'idée, c'est vraiment de montrer la force locale. On peut le faire en local. On aurait pu, par exemple, faire partir notre magazine et l'imprimer dans l'Hexagone. Mais on a décidé de le faire imprimer en Guadeloupe, puisqu'il y a des gens qui le font. Quitte à ce qu'on gagne moins, mais quitte à toujours à faire travailler des familles, pour nous, ça n'a pas de prix. Alors justement, cette crise, vous nous avez dit que ça a pu démontrer votre sérieux et vos expertises. Quelles ont été vos autres stratégies pour continuer à faire ce magazine paraître? Vous nous avez parlé de vos annonceurs. J'imagine que ça a dû être éreintant aussi. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour faire Foodie exister malgré tout et exister avec cette belle qualité que nous retrouvons aujourd'hui? Après, je pense que la chance aussi qu'on a, Mylène et moi, c'est qu'on a nos propres entreprises. L'entreprise de la maison d'édition est un support en plus de ce qu'on fait. Mylène, elle a aussi son agence de journalisme où elle écrit, et moi j'ai ma boîte de communication. Donc on a la chance d'avoir d'autres sources de revenus qui nous permettent de pouvoir vivre et de ne pas nous attendre, de ne pas nous positionner uniquement sur le magazine. Très bien. Donc, ce que vous êtes en train de nous dire en tant que chef d'entreprise, et s'il y a un conseil qu'il faut retenir, c'est qu'il faut diversifier ses sources de revenus, c'est ça? Exactement. Il ne faut pas vouloir manger dans un seul râtelier. C'est pas possible. Si on doit avoir l'image, on ne peut pas, dans le monde d'aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, avoir qu'une seule source de revenus. C'est pas vivable, puisqu'il suffit... Moi, par exemple, quand j'ai commencé Foodie, si on m'avait dit que les restaurants allaient fermer, je lui ai dit, mais non, c'est pas possible. Mais justement, parlez-nous de ces restaurateurs. On connaît vos relations étroites avec eux. Dans quel état d'esprit sont-ils aujourd'hui avec ces crises successives? On ne sait pas trop de quoi demain sera fait. Comment vous sentez leur morale? Ça va pas du tout. Hein. Alors franchement... par exemple, on a commencé à distribuer à nos annonceurs qui sont en offre VIP. Donc, ils reçoivent en amont le magazine. Mais quand on passe le déposer, quand on les voit, on se dit, mais mince, il faut arrêter tout de suite. Ouais. Parce qu'ils sont au bord du gouffre. Puisque les charges continuent de tomber, ils n'ont aucun revenu qui rentre. Et ils vous disent quoi, ces restaurateurs? Est-ce qu'il y en a qui ferment? Il y en a qui ferment et il y en a qui se disent, mais est-ce qu'ils vivent dans le même monde que nous? Ces personnes qui sont en train de faire des blocages, est-ce qu'ils sont confrontés aux mêmes réalités que nous? Parce que s'ils l'étaient, ils ne feraient pas ça, et pas si longtemps, et pas de cette façon. Et qu'est-ce que ces restaurateurs? Alors, on a eu le cas lors de la dernière émission, on a discuté du chef Colmar, entre autres, qui a changé de stratégie pour continuer d'exister. Qu'est-ce que vous avez pu voir chez ces chefs comme stratégie, justement, de résilience? Qu'est-ce qu'ils font pour continuer d'exister? Et même si ce n'est pas forcément de réussir de manière éclatante, mais en tout cas, continuer à garder la tête au-dessus de l'eau. Alors, on a eu un bon développement de l'offre de livraison, par exemple, de se positionner. On a des restaurateurs qui ont leur entreprise, qui prennent une moto et qui vont livrer eux-mêmes leurs différents mets. On a aussi comme par exemple, on a des restaurants, par exemple, qui décident d'ouvrir une nouvelle structure pour ne faire que de l'emporter. Quelque chose de complètement différent et faire autre chose. C'est comme ça qu'ils se développent. Après, ils se développent aussi beaucoup au niveau de la communication digitale. Donc, accentuer leur communication, se montrer hyper présent, répondre, proposer. Par exemple, on a aussi beaucoup de chefs à domicile qui se sont positionnés. Je crois qu'on va en parler tout à l'heure avec Joël, justement, et le chef Strazel. Quel conseil est-ce que vous auriez pour les restaurateurs, mais pour les entrepreneurs en général, pour survivre et continuer de réussir en temps de crise au vu de vos expériences et des expériences que vous avez en retour de vos clients? Alors, je dirais qu'il faut baisser la voile. L'idée, c'est de limiter les dépenses. Toutes les dépenses qui sont obligatoires, qu'elles sortent, mais on va se faire moins plaisir.
On va aussi devoir dire au revoir à certaines personnes, même si ça fait mal au cœur, et même si ce sont des familles qui vont souffrir, mais on va aussi devoir dire au revoir à d'autres personnes. Mais l'idée, c'est de toujours montrer que l'on existe. Il faut que le client en face n'ait aucun doute qu'on est toujours là. Très bien, Jessica. Donc on retient quand même que malgré tout, il faut montrer que l'on continue d'exister et c'est ce que vous faites de fort belle façon avec ce nouveau numéro de Foodil le Mag. C'est le numéro 9, je crois. Exactement. Alors, vous avez mis en une le chef Alain Jarny. C'est ça, à la une, et avec un millefeuille de Lambie. Et toujours des photos extraordinaires qui donnent l'eau à la bouche. Où est-ce qu'on peut trouver le magazine, Jessica? Alors pour le moment, justement, compte tenu de la situation sanitaire, donc nous sommes obligés d'attendre que les routes veuillent bien se faire libérer pour pouvoir distribuer aux 4 coins de la Guadeloupe. Très bien. On sait aussi qu'il y a une version digitale. Oui, elle sera mise en ligne la semaine prochaine. Très bien, Jessica. Rappelez-nous l'adresse où on peut trouver Foodil le Mag en version digitale. Alors www.foodilmedia.com. Très bien. Merci beaucoup, Jessica. Je me retourne vers Maëlle Félix-Henry. Alors vous avez entendu Jessica Brudé, ce constat qui est dur, mais qui nous pousse à nous réinventer en tant que chef d'entreprise ou porteur de projet. Vous les voyez passer à ERESA, ces porteurs de projets, start-upers ou primo-entrepreneurs, ou peut-être aussi des chefs d'entreprise qui sont bien installés. Ils vous disent quoi et qu'est-ce que vous leur conseillez? Alors, j'ai beaucoup apprécié quand Jessica a parlé justement du fait de devoir se diversifier. En effet, nous aussi, on a fait ce constat que de plus en plus d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise se tournent vers des offres ou des produits annexes ou complémentaires à celles qu'ils avaient de base. Et c'est vraiment une stratégie sur laquelle il est nécessaire de partir. Et quand c'est également possible, on en a parlé notamment lors des précédentes émissions, mais il y a aussi la solution de la digitalisation, surtout lorsqu'on est sur de l'offre de services, en fait, où il n'y a pas forcément nécessité d'être en physique. Il faut vraiment réfléchir à une diversification ou à une digitalisation des services ou des produits. Très bien. Joël Badralou, vous êtes toujours en duplex avec nous via Skype. Nous avons entendu Jessica Brudé, mais également les conseils de Maëlle Félix-Henry. Alors, vous qui êtes une experte en gastronomie et en tourisme, quelles stratégies sont ou seraient gagnantes, à votre avis, pour la destination les îles de Guadeloupe et aussi pour nos restaurateurs? Alors, pour la destination, il est intéressant pour les restaurateurs d'avoir des partenaires tels que le CTIG. Parce que lorsqu'ils organisent des voyages de presse, des éductours, ils font découvrir des adresses en fait sur l'île aux agents de voyage, aux journalistes, aux influenceurs, aux blogueurs. Et cela participe au rayonnement en fait de leur talent ici et ailleurs. Et sinon, pour la clientèle locale précisément, Jessica avait tout à fait raison en disant qu'il fallait mettre l'accent sur la communication digitale. Il faut marquer sa présence avec un storytelling soigné. Lors du premier confinement, il y a des chefs qui sont venus à moi pour du consulting et à chaque fois, je leur conseillais de raconter leur histoire. Pas de copier ce qui se fait à droite à gauche, mais vraiment leur histoire singulière pour créer un lien particulier avec le client. Et il ne faut pas ici aussi hésiter à fédérer les talents, à collaborer avec d'autres chefs pour des petits événements. Il faut vraiment utiliser toutes les armes en sa possession pour continuer à occuper le terrain, en fait. C'est très important. Merci, Joël. Alors, entre les conseils de Jessica Brudé, de Maëlle Félix-Henry et de Joël Badralou, qu'il faut déjà continuer à occuper le terrain, montrer ses expertises, mesdames. Et Joël et Jessica et Maëlle sont unanimes à dire également qu'il faut vraiment embrasser la digitalisation. C'est très, très important. Et on retiendra également de Joël, le côté fédérateur, s'associer à d'autres personnalités de notre secteur, par exemple, que les chefs se mettent ensemble, fassent des partenariats. C'est important aussi
aussi, même s'il y a le côté concurrentiel, on a toujours tout à gagner à se mettre avec d'autres. Il y a de la place pour tout le monde. Jessica Brudy, c'est quelque chose que vous avez pu observer avec les chefs? Tout à fait. Après, l'expérience que j'ai aussi avec mes restaurateurs, c'est que par exemple, si on a 2 restaurateurs sur la cuisine créole qui me disent « Ah non, mais je ne veux pas être dans l'application si un tel est là », mais même un colombo, un courbillon n'aura jamais le même goût parce qu'il est chez vous et parce qu'il est chez l'autre. Il faut arrêter, on a des choses différentes, des expériences différentes à offrir aux personnes. Et si on arrive à faire par exemple des opérations à 4 mains, pourquoi pas? Tout à fait. Et je confirme, le colombo de Petit Canal n'a pas du tout le même goût que le colombo à Pont-Biré-Saint-François, mais ils sont tous les deux excellents. Jessica Brudy, je vous remercie. On rappelle qu'on retrouve Foodil le magazine en ligne la semaine prochaine et on l'espère bientôt dans les points de distribution habituels, dans les restaurants ou ailleurs. Mesdames, messieurs, on se retrouve dans un instant pour la seconde partie avec nos chroniqueuses. Bienvenue si vous nous rejoignez aux experts au féminin. Nous sommes dans la seconde partie avec nos chroniqueuses. Cindy Bajazé, bonsoir. De quoi allons-nous discuter avec vous ce soir? Alors Axel, ce soir, nous allons parler entrepreneuriat et des erreurs à éviter quand on décide de se lancer en tant que chef d'entreprise. Voilà, donc il faut savoir, nous allons en fait aussi accueillir Rebecca Negos, qui est entrepreneur et salariée, qui a accepté de témoigner de son expérience de créatrice d'entreprise. Et du coup, moi j'ai voulu aussi interpeller avec ma casquette de formatrice en création d'entreprise, puisque malgré la crise Covid-19, il faut savoir que plus de 858 000 entreprises ont été créées en 2020 en France. Et il y a un domaine d'activité qui ressort du lot, c'est la livraison à domicile. Mais force est de constater que beaucoup d'entrepreneurs entreprennent justement sans être formés, informés et aguerris. Le but, c'est vraiment d'alerter et d'indiquer en fait quels seraient les prérequis à avoir quand on décide de créer son entreprise. Alors la première chose, il faut savoir qu'il faut s'entourer. Ça, c'est de manière générale dans la vie de tous les jours, personnel comme professionnel. Il faut s'entourer de personnes bienveillantes, de sa famille, de ses amis, parce que quand on entreprend, on a beaucoup de démarches à effectuer. On peut aussi être dans une phase de doute, et ce sont ces personnes-là qui vont nous rappeler pourquoi est-ce qu'on décide d'entreprendre, pourquoi est-ce qu'on a décidé justement de lancer ce projet, et qui seront à même justement de nous propulser, de nous relever, de nous level up, comme on dit maintenant aujourd'hui, et qui seront là même aussi à titre financièrement parlant pour pouvoir justement nous aider. Deuxième chose, il faut préparer son projet, se poser des questions clés. Est-ce que j'ai les moyens pour pouvoir justement me projeter? Quelle serait ma cible? Est-ce que ce sont des clients particuliers, des clients professionnels? Quel est mon budget? Est-ce que mon activité requiert des diplômes, des autorisations? Des agréments Voilà, aussi. Exactement. Ce sont vraiment des choses, des questions qu'il faut se poser. Et troisièmement, je tiens vraiment c'est quelque chose à laquelle je tiens énormément, s'entourer de professionnels. Ouais. Beaucoup de personnes décident de se lancer sans vouloir s'entourer de professionnels parce qu'ils estiment que ça relève d'une dépense. Ça ne relève pas d'une dépense, ça relève d'un investissement. La nuance est importante. Voilà. On a des partenaires qui sont essentiels. L'expert comptable, par exemple, est essentiel. D'accord ? Vraiment s'entourer de partenaires pour pouvoir mener à bien sa barque. Par exemple, il y a aussi quelque chose d'essentiel, c'est au niveau de la communication de sa société. Donc, il est bien de s'entourer d'un community manager, d'un photographe professionnel, vraiment des personnes qui seront là pour pouvoir nous aider, nous entourer, nous accompagner pour pouvoir justement créer convenablement et sans difficulté. Très bien. Alors justement, vous nous parliez d'écueils à éviter, mais on tient quand même à rassurer celles et ceux qui nous regardent. J'ai envie de dire, comme Nelson Mandela le disait, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends quelque chose. Donc c'est un peu ce qu'on va voir avec Rebecca Negos. Rebecca, bonsoir.
Alors Rebecca, vous êtes salariée et entrepreneur et avec Cindy, vous allez nous parler de votre expérience de salarié qui s'est lancée dans l'entrepreneuriat. C'est ça. Bonsoir Rebecca. Bonsoir tout le monde, bonsoir Cindy. Tout d'abord, Rebecca, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais vous demander de vous présenter aux téléspectateurs d'Éclair Télé. Alors donc, mon nom, prénom, on a déjà dit, Négoce Rebecca. Je suis donc fondatrice de l'entreprise l'Eureka et salariée d'une fédération multisport. Donc, je suis formée à l'encadrement d'activités physiques, dont les activités aquatiques et de la natation, à la gestion, à l'administration de services sportifs de loisirs et à la coordination de projets socio-éducatifs, culturels et sportifs. Donc, je navigue entre plusieurs casquettes, soit en tant que sportive, soit en tant que coordinatrice de projet, ou encore administratrice, en tout cas de structure, ou encore de formatrice et d'éducatrice sportive avec la spécialité maître nageur sauveteur. D'accord, c'est très complet, Rebecca. De quand date votre création d'entreprise, Rebecca? Alors, ma création date du premier semestre 2019, officiellement en mai 2019. Et c'était à la suite, effectivement, d'une belle journée que j'avais réalisée avec d'autres entrepreneurs motivants, la journée de Caribbean Boss Lady en janvier 2019. L'idée d'entreprendre, puisque comme on l'a évoqué tout à l'heure, vous êtes salarié et désormais entrepreneur. Qu'est-ce qui vous a donné l'impulsion d'entreprendre, d'arborer la casquette d'entrepreneur? Alors, je viens déjà d'une famille d'entrepreneurs, je dirais, et d'entrepreneurs. Donc, de voir mes parents effectivement dans ce domaine, en ayant aussi une personnalité un peu autonome, un peu fonceuse. À la suite de mes études donc à Montpellier, je suis rentrée en Guadeloupe en 2010, toute motivée, à fond, à bloc, parce que je voulais mettre au service de mon île mes compétences. Et effectivement, j'avais effectué, comme j'ai eu un parcours, on va dire, professionnalisant, donc j'ai eu à cœur d'effectuer mes stages en Guadeloupe. Et le domaine dans lequel j'étais, le domaine sportif, de l'administration, de la gestion de projet, effectivement avait eu un retentissement plutôt positif. Donc, je me suis dit que je vais entrer, je vais pouvoir être recrutée assez rapidement dans une structure. Alors, ça ne s'est pas passé comme ça n'a pas été aussi simple. Et puis, d'aventure en aventure, de réflexion en réflexion, dès 2012, donc 2 ans après, je me suis dit, mais pourquoi ne pas créer effectivement une entreprise qui répondrait effectivement à tout cela? Ça n'a pas forcément été concrétisé tout de suite. Et puis en 2018, après avoir fait d'autres formations, puisque bon, j'étais quand même active dans tout ce qui est le domaine de l'emploi, voilà, j'ai quand même décidé de me lancer. Et c'est au moment où j'ai décidé de me lancer que j'ai été recrutée par la fédération dans laquelle je travaille. Donc, j'ai laissé quand même un battement de 1 an en 2018 jusqu'à 2019. Et effectivement, j'ai eu, on va dire, le déclic en me disant, bon, effectivement, c'est déjà une chose d'être salarié. Mais à l'époque, j'étais rentrée de plein pied en tant qu'administratrice dans des associations de Guadeloupe, des associations sportives. Et j'avais remarqué un certain nombre de manquements au niveau de la pérennisation d'activités, au niveau de la transmission, au niveau de l'archivage. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas effectivement essayer de pallier à tout ça et de me lancer pour pouvoir transmettre notre savoir-faire et faire rayonner notre île et faire rayonner notre savoir-faire aussi par rapport à tout ça. Très bien. La thématique du jour, c'est justement d'éviter les erreurs pour pouvoir entreprendre. Vous, de votre côté, est-ce que vous avez connu des déconvenues, Rebecca? Oui, j'en ai connu. Donc, la première qui me vient à l'idée, c'est de vouloir démarrer plusieurs choses et tout en même temps. Donc, à vouloir démarrer tout et tout en même temps, on se disperse niveau énergie. Et au final, on n'aboutit pas aux résultats qu'on voudrait dans les différents domaines qu'on a entamés. Ensuite, l'autre qui est vraiment importante pour moi,
c'est que j'ai fait un mauvais choix de collaborateur. Des professionnels pourtant, mais on va dire que je me suis fait avoir par des professionnels qui, on va dire, qui ont chuchoté de belles paroles à mes oreilles, mais qui sont restés dans la théorie, et d'autres qui sont tout autant restés dans la théorie puisqu'ils ont pris, on va dire, mon argent, mais n'ont pas fait le travail escompté. Donc voilà, c'est les deux principaux. Et puis j'ai pris beaucoup de temps quand même pour aller dans le faire, par rapport au fait que je suis assez perfectionniste et je voulais que tout soit parfait pour faire, et au final, rien ne se faisait, quoi. Donc, s'il y a trois choses importantes, 3 erreurs effectivement que j'ai commises, les 3 erreurs majeures sont celles-là. Après, il y en a d'autres, mais elles sont un peu plus mineures, celles-là. Et pour terminer, Rebecca, qu'est-ce que vous conseilleriez aux porteurs de projets qui souhaiteraient se lancer? Qu'est-ce que vous leur conseilleriez qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour pouvoir se lancer justement et d'arborer leur casquette de chef d'entreprise? Alors, la première chose, je pense, c'est ça, de faire le point avec soi-même. De se demander effectivement quelle est sa légende personnelle, quelle est sa mission de vie, et est-ce qu'elle est en accord avec effectivement les besoins du territoire. Parce que effectivement, dans la création d'entreprise, comme vous l'avez dit, il faut effectivement voir de quel public, en fait, toute la panoplie de questions qu'on doit se poser, en tout cas d'un point de vue technique, mais aussi il faut se poser effectivement les questions sur nous-mêmes. Est-ce qu'on est effectivement suffisamment encadré? C'est vrai qu'on n'a pas forcément peut-être l'opportunité d'avoir énormément de gens autour de nous, mais ça n'empêche pas, on a quand même 1, 2 amis, des gens qui nous sont suffisamment proches. Donc, effectivement, ne pas hésiter à se confier à eux, à effectivement soumettre le projet. Voilà. De personnes bienveillantes. Voilà, s'entourer de personnes bienveillantes qui nous connaissent et qui pourront effectivement nous dire à un moment, si on dérape, ça ne te ressemble pas, ce n'est pas toi, reprends-toi, ton intégrité est différente, voilà, pour ne pas se laisser effectivement embarquer dans des choses qui ne nous correspondraient pas. Ensuite, vraiment, quand le doute s'installe, ne pas oublier que parfois certains doutes sont plus positifs que d'autres. C'est-à-dire que le doute aussi peut nous permettre d'être un indicateur pour nous dire il y a quelque chose à réajuster là, ou peut-être que ce n'est pas la bonne voie à prendre, et effectivement de prendre suffisamment de recul pour pouvoir prendre les choses à tête reposée et repartir de plus belle en fait. Rebecca Negos, merci beaucoup. Ce fait un réel plaisir de vous avoir sur notre plateau en distanciel. Merci pour vos précieux conseils et puis peut-être à bientôt. Merci à vous et puis bonne continuation, et j'espère vraiment que cette émission va perdurer encore longtemps. Merci beaucoup. Merci Rebecca. Merci. Alors Cindy, voilà un témoignage qui est poignant. J'en ai eu la chair de poule parce que je pense que beaucoup d'entre nous autour de cette table, on s'est un peu revus aussi. Exactement. Alors il y a un truc que nous les femmes, on aime trop faire, c'est une surplanification. Le côté perfectionniste, comme disait Rebecca, finit par anesthésier le passage à l'action. Et s'il y a vraiment quelque chose que j'ai appris à faire, c'est de partir vraiment dans ce mode start-up. C'est vrai que c'est important de planifier, mais à un moment, on peut rectifier et ajuster les choses en cours de route. Alors Maëlle, vous avez entendu le témoignage de Rebecca, vous les voyez passer, les porteurs de projets. Qu'est-ce que vous auriez à leur dire face à ces erreurs? Quels conseils auriez-vous également? Alors moi, je suis justement le petit bulldozer qui passe derrière les personnes qui veulent entreprendre. Je dis toujours qu'il est nécessaire de passer à l'action et si nécessaire de porter les mesures de correction. Parce que tant qu'il n'y aura pas justement cette phase d'essai qui permettra de tester les envies, les attentes du client, on n'est pas en mesure justement de réajuster son offre et d'y répondre au mieux. Et c'est vraiment important d'être déjà en action pour pouvoir réajuster et également améliorer, parce que ça fera toujours une expérience, et une expérience qui peut être souvent de qualité
incroyable en fait. Donc il faut oser aller de l'avant. Donc passer à l'action. Passer à l'action. Alors il y a aussi autre chose que j'ai retenu, je ne sais pas si vous avez attrapé ça au vol, et ça m'a parlé, c'est quand elle parlait de personnes qui se disent être des professionnels et qui au final ne sont pas toujours bien intentionnés, et pour ne pas dire autre chose. Mais là encore, Cindy Bajazé, s'entourer de bonnes personnes, discuter avec des amis entrepreneurs qui sont déjà installés, c'est important. Je pense que sur ce volet-là, le réseautage a du bon. Parce qu'en fait, au moins, interroger l'entourage pour savoir un petit peu, généralement, vous avez toujours des entrepreneurs qui ont créé avant vous, savoir un petit peu ce qu'ils pensent ou ce qu'elles pensent de telle ou telle personne. Puisque effectivement, malheureusement, comme Rebecca l'a dit, elle est malheureusement tombée sur une personne alors qui n'était pas forcément, qui n'avait pas, je ne sais pas si cette personne n'avait pas les compétences, mais elle a été déçue en tout cas de son expertise. Et puis voilà, certaines personnes ont pignon sur rue, donc on connaît. Et puis il y a le fameux, je vais reprendre les termes de Minel Conma, le fameux livre noir. Ah oui, le carnet noir. Le carnet noir, justement. Voilà, le carnet noir. Donc voilà, mais ça fait partie de la vie, malheureusement. Ça fait partie de la vie, comme dans la vie personnelle, comme dans la vie professionnelle. On peut avoir des expériences moins bonnes que d'autres, et ça nous permet de rebondir et puis de nous poser les bonnes questions et de savoir pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça, et de ne pas commettre les mêmes impairs. Ça forge le caractère aussi en tant que chef d'entreprise. Tout à fait. Et ça nous permet de réajuster aussi notre fonctionnement. Nous sommes des êtres humains. Pour pouvoir rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure et le perfectionnisme, je suis la parfaite perfectionniste en herbe, et surtout, il faut en fait prendre du recul, se dire que nous sommes des êtres humains. Et si j'ai une quatrième chose à conseiller pour les porteurs de projets, savoir prendre une pause. En fait, on a toujours l'impression que parce qu'on est entrepreneur et qu'on décide en fait de faire entrer les sous, qu'on peut pas prendre de congé, qu'on peut pas prendre de pause. On a une famille, on a une vie. Il faut savoir relativiser, parce que nous ne sommes pas surhumains, et les problèmes de santé, ça peut arriver très très vite. Donc savoir relativiser, prendre une pause. Nous sommes des hommes, nous sommes des femmes, nous sommes des êtres humains, nous sommes des mortels. C'est un excellent conseil. Comme dit le dicton de chez nous, ni des fins moon, mais pas ni des fins travail. Merci beaucoup, Cindy Bajazé. Alors, sur ces bons mots, je me tourne vers Maëlle Félix-Henry. Avec vous, nous allons discuter de e-réputation, Maëlle. Exactement. Alors, j'ai choisi ce sujet parce que je trouve qu'il est vraiment important de soigner son image de marque. Qu'on soit une entreprise ou une personne individuelle, il y a justement aujourd'hui un pénard d'actions qu'on peut mettre en place, notamment sur les réseaux sociaux, sur les plateformes d'avis notamment, pour pouvoir se faire connaître et se faire reconnaître par ses pairs. Alors, au niveau de la CNIL, on définit la e-réputation justement comme toutes les actions de communication qui peuvent être soit voulues, donc véhiculées directement par une personne morale, une personne physique, ou aussi une communication qui est subie par celle-ci. Alors du coup, les enjeux de la e-réputation sont doubles. Soit on la maîtrise, soit on la subit, comme vous l'entendez bien de par cette définition. Et il s'agira justement de la maîtriser au mieux pour en faire un atout. Donc pour ce faire, moi je me suis basée justement sur les différentes études que propose la CNIL, qui montrent justement les possibilités de maîtrise de sa e-réputation, notamment en faisant des recherches quotidiennes, en tapant notamment sur les moteurs de recherche pour voir de quelle manière on parle de son entreprise ou de sa personne. C'est un bon indicateur. Quand c'est une personne qui a l'habitude aussi de faire des présences sur les médias, presse écrite ou télévisuelle, de faire justement ce travail de veille pour voir quels sont les retours, les avis qui ont été laissés sur cette personne. Et ça vous permettra justement de porter, encore une fois, on parle de mesures de correction si nécessaire, ou des axes d'amélioration pour améliorer justement sa présence sur les réseaux sociaux ou sur la toile dans sa globalité.
globalité. Au-delà de quoi, il faut savoir que la e-réputation, c'est quelque part sa présence physique qui est transportée directement sur Internet. Donc il n'y a pas un gouffre entre les deux, c'est une continuité. C'est une continuité, tout à fait, puisqu'aujourd'hui, vous le savez, les réseaux sociaux, Internet dans sa globalité fait partie de notre quotidien. Et il est vraiment important, à l'instar de l'image qu'on soigne en présence physique, de soigner également son image sur Internet. Donc j'ai parlé tout à l'heure de la veille qui peut se faire, mais il y a aussi des astuces, puisqu'on en a parlé la dernière fois, les petits outils, hein, notamment Google Alert. Vous pouvez automatiser ce travail de veille qui vous permettra de recevoir directement les alertes. Vous planifiez, est-ce que vous souhaitez les recevoir quotidiennement, hebdomadaire, enfin c'est vraiment à vous, et ça vous permettra de justement pouvoir faire ce travail sans être tout le temps à taper votre nom d'entreprise ou de personne sur Internet. Et ça, c'est un vrai travail qui est permis grâce à notamment Google Alert, mais vous pouvez utiliser d'autres outils et ce sera un plus pour soigner votre e-réputation. Très bien, alors je crois que vous nous avez mis en relation ce soir avec une spécialiste justement de LinkedIn, je crois. Je vais vous laisser introduire cette personne que nous commençons à connaître un peu sur les réseaux sociaux et on va voir quels sont les conseils qu'elle a pour nous justement pour bien gérer cette e-réputation. Tout à fait. Alors ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Laïsa Marie qui est en direct de la France hexagonale, qui a tenu à être éveillée avec nous pour vous, chers téléspectateurs. Donc nous allons profiter pour justement faire un petit retour avec Laïsa Marie. Bonsoir Laïsa. Bonsoir. Merci d'être restée éveillée malgré l'heure tardive en France hexagonale pour discuter avec nous de ce sujet ô combien important, la e-réputation, surtout par ces moments de crise. Je vous laisse en discuter avec Maëlle. Bonsoir Laïsa. Bonsoir Maëlle. Bonsoir Rachel. Encore merci d'être parmi nous pour cette émission de ce soir. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, je vous laisse tout d'abord vous présenter votre champ d'expertise et également votre entreprise. Alors, bonsoir à tous. Donc, Laïsa Marie, 35 ans, originaire de la Guadeloupe, que j'ai quitté à 17 ans et demi pour faire mes études en région parisienne où je réside encore. J'ai commencé mes études dans la finance et la comptabilité, puis j'ai choisi de me réorienter en fait en ressources humaines, domaine dans lequel j'ai évolué pendant 12 ans. En tant que salarié, dont 10 dans le secteur du conseil RH, et je suis entrepreneur à temps plein du coup sur ma société Laïsa Marie Consulting que j'ai créée en novembre 2020, mais à temps plein depuis fin septembre 2021. Super, félicitations pour cette magnifique création. On a encore un exemple de personnes qui étaient auparavant salariées et qui a osé faire son entreprise, et ça c'est très bien, c'est une vraie qualité puisqu'il faut faire preuve d'audace pour aller de l'avant. Alors, nous allons parler ce soir de e-réputation et justement vous avez une petite spécialité dont vous ne nous avez pas parlé, c'est celle d'être présente sur notamment le réseau social LinkedIn. Et justement, une petite question, comment peut-on soigner son image de marque ou en tant que personne individuelle sur LinkedIn? Quelles sont les petites astuces que vous pouvez apporter à nos téléspectateurs sur ce réseau? Alors tout d'abord, je dirais qu'il faut déjà faire attention dans le sens où bien comprendre ce qu'est LinkedIn, c'est-à-dire que LinkedIn c'est un réseau social professionnel, donc c'est la première chose. Après, chacun peut décider de la stratégie de communication qu'elle aura du coup sur ce réseau social professionnel. Pour ma part, on va dire que c'est un réseau sur lequel je surfe depuis 2017, où j'ai commencé timidement à partager pensée du jour, pensée du soir, etc. Et puis après, au fur et à mesure, à mettre en parallèle, on va dire, des postes de développement personnel avec des choses que je vivais dans ma carrière en tant qu'RH, en tant que salarié. Et puis après, de fil en aiguille, j'ai commencé et j'ai constitué avant un réseau qui aujourd'hui me permet d'avoir plus de 10 000 abonnés. Mais
c'est tout ça pour montrer que quand on est sur un réseau social, selon la stratégie qu'on y met, on peut créer une vraie communauté. Et donc, ça veut dire que maintenant que j'ai cette communauté qui me suit, on va dire que je fais encore plus attention à mon image. Plus on a d'abonnés, plus on a de personnes qui nous suivent sur un réseau, plus on doit faire attention. Plus on a un poste qu'on débute, peut-être on est étudiant, on est à la recherche d'un emploi, etc. Selon ce on va dire son choix professionnel, il faut vraiment faire attention à la manière dont on maîtrise son image sur les réseaux sociaux, parce que ça peut porter, on va dire, préjudice du coup, soit dans sa carrière en tant que salarié, soit du coup dans sa carrière de chef d'entreprise. Tout à fait. Alors, justement, vous avez parlé du fait que vous ayez 10 000 abonnés. Faut-il justement attendre d'avoir une aussi grande communauté pour justement se lancer sur une véritable stratégie, ou y a-t-il possibilité de construire pas à pas celle-ci de manière à obtenir un résultat comme les vôtres? Mais je dirais que les 10 000 ne sont pas arrivés comme ça a mis vraiment 5 ans. Donc ça veut dire qu'au début, j'avais un réseau d'à peu près 1500 personnes et d'abonnés à peu près pareil, constitués uniquement de personnes dans le domaine RH, domaine dans lequel j'évolue à mes débuts. Et on va dire de fil en aiguille, j'ai commencé à rentrer dans la sphère de l'écosystème ultramarin, du coup, dans son ensemble, et à être connecté à des recruteurs, des chefs d'entreprise, des start-upers, des porteurs de projets, etc., etc. Donc, ça veut dire que, de base, je n'avais pas prévu d'avoir de stratégie, puisque je pensais même pas, en fait, monter ma structure. C'est venu on va dire, avec le temps, et par rapport, en fait, aux posts que je publiais, et en fait, ça veut dire que d'emblée, on commence à voir, en fait, on va dire que au début, j'ai commencé à voir que j'avais un certain nombre de likes, de partages et de commentaires sur mes publications. À partir du moment où, en publiant, on va dire quelque chose, un post, et d'avoir en fait 10 000, on va dire, vues en moins de 24 heures, à ce moment-là, j'ai commencé à me dire qu'il commence à avoir un impact. Quand les posts commencent à être repartagés plus d'une centaine de fois, là aussi, je me dis qu'il y a un impact. Donc, en fait, j'ai beaucoup analysé la manière dont, on va dire, ma visibilité se construisait. J'ai auto-analysé, en fait, à chaque fois où je postais quelque chose, les commentaires, les interactions. Parce que ça a une importance. Ça veut dire qu'on connaît, en tout cas, moi, je sais aujourd'hui quel est mon noyau de base si je publie quelque chose à telle heure de Paris, ou à telle heure du coup, des Antilles, parce que j'ai pris le temps d'analyser depuis 5 ans qui me suit et où. Donc, c'est très important, on va dire, de faire ces petites analyses-là, parce que ça permet aussi demain de se créer une communauté, on va dire, noyau, qui sera bienveillante aussi. Si toutefois, demain, des personnes mal intentionnées, entre guillemets, essayent d'apporter une mauvaise image, par exemple, à son réseau. Donc, ça sert aussi à ça d'aller pas à pas, mais la stratégie, elle se construit au fur et à mesure du temps et en fonction de l'analyse qu'on y fait. Mais moi, c'est parce que j'ai vraiment analysé pas à pas l'impact qu'avaient du coup mes posts sur LinkedIn. Alors très bien, on a bien compris que justement on n'arrive pas à 10 000 abonnés d'un seul coup. Effectivement, c'est un travail de longue haleine qui se construit et sur lequel il est nécessaire de porter une analyse régulière pour pouvoir apporter des améliorations, mais surtout pour pouvoir proposer des moyens de communication qui soient impactants pour la cible qu'on souhaite atteindre. Donc tout part encore une fois d'un objectif, puisque l'idée qu'on est présent sur un réseau, sur Internet de manière générale, c'est d'avoir un objectif d'impact et surtout de s'adresser à une cible et pas à n'importe qui. Et effectivement, sur ce sujet, j'aimerais qu'on aborde justement la notion d'insertion professionnelle qui
peut se créer grâce aux réseaux sociaux notamment. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, puisque effectivement chez nos téléspectateurs nous avons des entrepreneurs, mais pas que. Il peut y avoir des jeunes qui nous suivent ce soir et il me semble important justement de mettre l'accent sur cette possibilité grâce aux réseaux sociaux de se faire entre autres embaucher ou de trouver un stage, de pouvoir trouver des opportunités d'insertion professionnelle. Mais c'est très important parce que, comme je disais au début, LinkedIn est un réseau professionnel. Donc ça veut dire que les jeunes qui nous regardent, et notamment en fait depuis la crise sanitaire et je dirais par rapport à l'actualité aussi aux Antilles, du moment ça veut dire que possibilité forcément de se déplacer pour aller faire un entretien. Donc les entretiens vont se faire de plus en plus en visio. Et un recruteur qui voudra regarder le profil d'un jeune qui postule va aller regarder sur Internet, va taper son nom sur Google et va regarder potentiellement si la personne se trouve sur LinkedIn. Il faut faire attention qu'on recherche du travail, de ne pas, ou un stage, quel que soit, il faut faire attention à son image sur les autres réseaux sociaux. Ça veut dire sur Instagram, sur peut-être TikTok, sur Snapchat, sur Facebook. Parce que les recruteurs peuvent, en mettant sur Google le nom-prénom, tomber sur LinkedIn, mais ils peuvent aussi tomber sur des vidéos, d'autres vidéos YouTube, des choses qui peuvent effectivement ne pas aller avec l'image de la société. Donc pour revenir effectivement à LinkedIn, et notamment depuis cette crise sanitaire, pour moi c'est le réseau social où il faut être quand on cherche un stage, une alternance, un emploi. Parce que, et notamment aujourd'hui, moi je vois beaucoup de jeunes qui disent qu'ils ont perdu du jour au lendemain leur alternance. Ils ont perdu du jour au lendemain leur stage parce que l'entreprise n'a pas pu du coup honorer en fait l'offre qu'elle avait émise auparavant. Donc beaucoup d'étudiants me contactent pour me dire oui, j'ai un ami, j'ai du coup un camarade, Laïsa, qui est dans l'urgence, il cherche pour décembre, comment tu peux l'aider, etc. Et c'est vrai que je leur dis, est-ce que cette personne, du coup votre amie, elle a LinkedIn déjà? Ils disent, ah non, elle n'est pas sur LinkedIn. Je dis, mais il faut que la personne, elle se mette sur LinkedIn, il faut du coup qu'elle remplisse les champs sur LinkedIn, voilà, expérience, formation, etc. Et il faut qu'elle fasse un post LinkedIn. Un petit post LinkedIn en disant, voilà, urgent, je suis dans le cadre de ma formation, je recherche un stage pour une durée de X mois, de telle date à telle date, dans tel domaine. Et je pense que c'est ce que les jeunes doivent faire pour les aider, surtout quand on est dans une situation où ça devient de plus en plus tendu au niveau du marché du travail. Tout à fait. Et au-delà de quoi, je finirai sur le fait qu'il est important de ne pas attendre d'avoir besoin réellement pour commencer à communiquer. Puisque moi aussi, pour être présente sur LinkedIn, je vois trop de personnes, en mon sens, qui postent uniquement lorsqu'ils ont un besoin et qui ne communiquent pas autre mesure au quotidien avec leur internaute, et ça c'est bien dommage puisqu'effectivement la communication elle doit toujours être à double sens. Je le répète, en tant que spécialiste de communication, je l'explique énormément à mes clients mais également aux personnes que je rencontre en insertion professionnelle, parce qu'effectivement vous avez des choses à demander mais vous avez également des expériences à apporter, que ce soit au niveau de vos lubies, de ce que vous aimez, de votre analyse de la situation économique, sanitaire, de votre environnement. Je pense qu'il est vraiment important d'avoir conscience que la communication ne se fait pas uniquement lorsqu'on a un besoin, et je suis certaine que vous ne me contredirez pas sur ce point. C'est exactement ça. C'est parce que beaucoup de personnes me disent, moi je vais sur LinkedIn quand je recherche un emploi, après j'y vais plus. Je vais sur LinkedIn quand j'ai besoin de rentrer en relation avec quelqu'un pour trouver un client. Mais je leur dis, c'est pas comme ça. Ça fait un peu opportuniste. On va sur LinkedIn que pour ça. Et donc, la personne, elle va se dire, elle crée pas une communauté. Pour ma part, pour une petite anecdote, quand je pars en vacances, maintenant, je fais un post pour dire que je suis en vacances. Mais certaines fois, selon le fil d'actualité, ça se voit pas. Et cet été, je l'ai fait. Et quelqu'un avec qui je n'avais pas encore échangé, mais on va dire qu'à chaque fois, les interactions, justement, m'a envoyé un message en privé en me disant « Laïsa, j'espère que tu vas bien.
parce que je ne te vois pas sur LinkedIn et j'espère qu'il ne t'est rien arrivé, rien de grave, etc. Et du coup, j'ai souri en me disant, waouh, ça veut dire que j'ai réussi à créer un manque de par mes publications en disant que je suis là, etc. Et donc, ça veut dire que c'est ça aussi l'étendue du réseau et la manière dont on communique. C'est-à-dire que dès qu'on communique de manière positive sur quelque chose, qu'on assume ses communications, qu'on est dans l'échange, quand on est dans le partage, parce que si on est sur LinkedIn, par exemple, ou sur notre réseau, et on ne fait que publier, en fait, soit peut-être des événements, des choses comme ça, mais jamais quelque chose pour moi, pour transmettre aux autres, aider les autres, ou pouvoir faire des publications sans forcément demander quelque chose. Donc, ça crée pour moi une affinité avec du coup son auditoire, parce que la personne va dire, mais quand elle publie pas seulement pour demander quelque chose, pour pouvoir publier pour un événement, elle publie pour pouvoir nous aider, nous apporter du coup des informations, nous donner des conseils, etc. Et effectivement, si elle publie pour pouvoir dire qu'elle a un événement, elle a quelque chose, la personne va plus se sentir du coup, comment dire ça, intéressée, plutôt que de se dire, ah oui, bon, là, elle publie seulement à chaque fois qu'elle veut, entre guillemets, peut-être financer quelque chose ou nous demander quelque chose. Donc, je trouve que c'est important de sensibiliser les personnes à l'utilisation des réseaux en disant qu'il faut y être de manière régulière. Et du coup, c'est une endurance, en fait, d'être sur les réseaux et de créer son réseau. Nous vous remercions. Si nous avons un petit mot de conclusion par rapport à votre intervention, c'est qu'il est vraiment nécessaire de soigner sa e-réputation, notamment sur les réseaux sociaux et sur Internet en globalité, parce qu'effectivement, votre cible ou votre potentiel client va pouvoir justement voir de quoi vous êtes capable et créer justement ce sentiment de confiance. Merci beaucoup Laïsa, et on continue de vous suivre sur LinkedIn ainsi que vos bons conseils et vos mises en relation. Alors avant de rejoindre Joël Badralou que nous allons rappeler et qui est en duplex avec nous par Skype, mesdames Amanda, Maëlle et Cindy, alors on a entendu ce que Laïsa nous disait, et c'est vrai que le côté désintéressé est important, puisque je me souviens à l'époque où je publiais énormément sur LinkedIn. J'y suis un petit peu moins à cause de tout ce que je gère en ce moment. Mais c'est vrai que j'y retourne petit à petit. Et quand je publiais les conseils, c'est là où j'ai eu mes pics de fréquentation. J'ai eu des posts qui ont été publiés des milliers de fois quand j'expliquais par exemple quels sont les conseils pour les femmes qui veulent se lancer dans les affaires, ou encore les conseils pour revenir et réussir au pays malgré certaines difficultés. Et oui, là on a vu que la communauté était véritablement présente. Amanda, je me tourne vers vous. Vous êtes notre Benjamin. Comment est-ce que vous gérez vos réseaux sociaux pour pouvoir faire en sorte que votre e-réputation soit correctement maîtrisée? Alors, premièrement, je montre ce que je veux montrer selon mes domaines, bon, comme le make-up, je partage beaucoup. Je partage aussi une partie de ma vie, dont ma fille, mais il est nécessaire de pouvoir contrôler ce qu'on partage et ne pas non plus tout justement partager. Il faut avoir le côté intime aussi. C'est vrai, Maëlle le disait tout à l'heure, qu'il y a cet objectif que l'on doit se fixer, et ce qu'on va montrer sur les réseaux sociaux va dépendre de l'objectif que l'on veut atteindre, Maëlle. Tout à fait. Alors, pour ma part, je tiens également ma page personnelle sur Instagram, où moi, je choisis de parler du lifestyle de l'entrepreneur. J'ai choisi de ne pas continuer à parler de mon expertise parce que j'ai mes réseaux professionnels à cet effet. Et effectivement, le but de
de cette page est de montrer justement qu'est-ce que vit au quotidien un entrepreneur. Donc d'avoir aussi des focus en termes de motivation, parce qu'on le sait, on a besoin d'inspiration, on a besoin de conseils, et cela, je le véhicule sur mes propres réseaux sociaux. Et j'invite justement aux entrepreneurs de diversifier aussi en fonction des réseaux sociaux, d'avoir des réseaux sociaux qui soient plus adéquats en fonction de l'objectif qu'on se fixe, pour pouvoir avoir justement une multitude de possibilités d'atteindre sa cible, puisque effectivement, si on retrouve exactement le même contenu sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, il n'y a pas forcément grand intérêt à vous suivre partout. Alors que si le contenu est diversifié sur chacun de ces supports, vous aurez la possibilité justement d'avoir une cible différente et qui s'intéresse à des sujets différents. Et on ne parle pas de la même manière sur LinkedIn que l'on parle sur Instagram. Tout à fait. Il n'est pas question, par exemple, pour moi, de montrer le même type de photos sur LinkedIn que sur Instagram. Sur Instagram, je parle vraiment de lifestyle, alors que sur LinkedIn, je vais vraiment être sur des retours d'expérience que j'ai eu au niveau de mon métier de formatrice, des rencontres que j'ai pu faire avec des entrepreneurs, de ma vie associative, puisque je suis aussi très impliquée au niveau de Jeunesse Outre-mer, que je salue, sur l'insertion professionnelle des jeunes. Et là, c'est le canal que j'ai choisi justement pour parler de cette sphère de ma vie. Très bien. Alors, on ne le redira jamais assez. Eh bien, Internet se souvient toujours, donc surtout aux jeunes qui vont devoir se lancer dans quelques années ou qui se lancent maintenant dans la vie active. Eh bien oui, c'est vrai que c'est toujours très fun les réseaux sociaux. On a vu par exemple un réseau social très sérieux comme Twitter être surinvesti par les jeunes, mais qui entre guillemets postent leur délire, et c'est repris, parfois c'est viral, et parfois ça peut mal tourner aussi pour eux et pour elles. Alors on va rejoindre Joël Badralou qui est avec nous en duplex par Skype. Rebonsoir Joël. Alors, quoi allons-nous parler ce soir Joël? Alors, ces dernières semaines, nous avons souvent dit que les entrepreneurs devaient se renouveler pour résister à la crise, en fait, crise sanitaire, actuellement crise liée à la grève générale, et c'est particulièrement le cas pour les restaurateurs. Donc ce soir, je vais faire un focus sur le home service, une option qui est offerte donc aux restaurateurs pour pouvoir passer le cap de cette crise en continuant à avoir des revenus, en continuant à faire plaisir à sa clientèle. Et j'ai invité le chef Claude Strazel à nous en parler. C'est le chef de la Table de l'ENA, une adresse qui se recommandait entre initiés il y a quelques années, avec beaucoup de bonheur. Il s'apprête à la rouvrir, mais juste avant, il se consacre justement au home service et il nous en parle ce soir. Vous savez, la restauration ces derniers temps a été soumise à beaucoup de turpitudes, et du coup, je crois que nous avons tous été obligés de revoir un peu nos paradigmes. Donc, tant en tant que chef et surtout en tant que chef d'entreprise. Donc, en fait, je pense même qu'il faut aller plus loin. Il faut revoir nos concepts de recettes, il faut revoir nos approvisionnements. Enfin, il faut tout revoir. Voir même nos installations, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas à l'abri d'une nouvelle vague. Donc, le chef d'entreprise que je suis aujourd'hui, il se met en quatre pour trouver des solutions pour répondre à la clientèle. Parce que quoi qu'on dise, la clientèle continuera à se faire plaisir d'une manière ou d'une autre. Donc, tant qu'à faire, c'est à nous, professionnels, de nous adapter au marché et à la nouvelle donne. Le home service, c'est une nouvelle définition un peu anglophone du chef à domicile. Donc, il ne faut pas se leurrer. En fait, aujourd'hui, on est dans une société un peu mixte, donc il convient d'avoir des mots un peu jeunes. Donc, le home service correspond juste à un service de livraison à domicile avec une connotation liée à notre personnalité. Donc, en fait, nous proposons dans sa version finale, dans sa version totale, voire premium, un service avec une livraison avec service approprié. Bon, aujourd'hui, il faut tenir compte de la situation. Donc, plusieurs choix, plusieurs options s'offrent à la clientèle. Donc, nous sommes capables de livrer le repas en kit, nous sommes capables de livrer le repas prêt à consommer, et nous sommes aussi capables, dans la mesure où le confinement et toutes les obligations administratives ne nous empêchent pas, de faire le service. Donc, voilà en quoi consiste le home service, et c'est pour ça que nous privilégions cette option actuellement, parce que
le contexte économique, le contexte social ne nous permet pas de voir les choses autrement. Alors concrètement, home service, ça donne quoi? En réalité, la carte du restaurant, elle sera dématérialisée. Donc dès qu'on aura une demande, nous allons transférer la carte du restaurant aujourd'hui à la clientèle, à la personne qui sollicite nos services. Et en fait, elle fera son choix à distance, comme au restaurant. Et en fait, nous, avec la logistique que nous mettrons en place, nous allons nous propulser chez le client avec les différentes options que j'ai évoquées tout à l'heure. Donc en fait, l'activité de fin d'année, vous savez, en général, ça correspond à un moment important dans l'activité d'un restaurateur. Il faut faire en sorte que nous arrivons à boucler le budget. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Nous allons chercher par tous les moyens aujourd'hui à rentrer dans nos fonds. Donc en fait, aujourd'hui, il s'agit pour moi de faire du chiffre, tout en respectant les contraintes administratives, parce que nous devons faire face à ce qu'on appelle aujourd'hui les charges. Il faut rester debout, il faut faire les choses et il ne faut surtout pas se démobiliser. La clientèle, elle cherche par tous les moyens, elle aussi, à se faire plaisir. Donc d'une manière ou d'une autre, si ce n'est pas moi, ce sera un autre collègue, nous devons tous nous mettre en quatre aujourd'hui pour satisfaire à la demande de la clientèle. Le particulier, lui, il a un souci. Il veut passer des fêtes en famille et il doit trouver en face un service approprié. Donc les commandes sont multiples, les demandes sont énormes. Et du coup, à partir de là, nous allons faire en sorte de répondre à la demande. Très bien. Donc, nous avons entendu le chef Claude Strazel qui nous expliquait sa réadaptation par rapport au contexte de crise, comment il se lance dans le home service, en fait, le chef à domicile. Mesdames, vous seriez prêtes à faire appel au service d'un chef pour les fêtes de fin d'année au lieu d'aller au restaurant, Maëlle? Ah oui, surtout pour les fêtes de fin d'année, je trouve que c'est vraiment un moment qui s'y prête. Et vous, Amanda? Absolument. Ah oui. Alors, Cindy, je vous vois sourire. Fête de fin d'année, Noël, anniversaire, Saint-Valentin. Si je pouvais tout dématérialiser. Alors, Joël, effectivement, on a entendu le chef Strazel nous parler de ce nouveau service de chef à domicile. Et vous avez entendu, nos expertes sont prêtes à faire appel à lui ou à un autre chef à domicile. En tout cas, moi, je me vois bien faire un dîner Caribbean Boss Lady avec le chef à domicile sous un format très exclusif. À voir, donc. Mais carrément, même au-delà des fêtes. Là, effectivement, c'est la priorité parce que Noël approche, les fêtes de fin d'année approchent. Mais bon, ceux qui me connaissent savent que j'adore les mets raffinés. Et avec le chef Strazel, on est vraiment servi. Donc, à toute occasion, c'est vraiment un pur bonheur de pouvoir avoir ce service comme ça chez soi pour sa famille, ses amis. Vraiment, c'est une option que je recommande. Joël, vous nous avez manqué sur le plateau ce soir, mais on était quand même très contente de pouvoir vous avoir grâce à la nouvelle technologie. Alors, avant de conclure, on va aller voir qui va nous parler de la Barbade, je crois. Alors ce soir, je suis très contente puisque nous avons un pays des Antilles qui a été maintenant république. Donc, alors c'est la Barbade qui a été indépendante déjà depuis 1966 et qui a choisi un jour symbolique, le 30 novembre, pour célébrer la République. Alors on a une République de femmes, on peut le dire, puisque nous avons une présidente qui est Sandra... Dame Sandra Mason. Exactement. Et la ministre, Madame Motley. Et pour ce faire, elles ont invité Rihanna, alors je pense rien pas... Voilà, rien que ça, qui a été nommée National Hero of Barbados. Elle a été aussi première citoyenne de la République. Très bien. Donc là, c'est à saluer la Barbade, qui est une nouvelle république, comme nous l'a dit Amanda, qui est sortie du Commonwealth britannique et donc qui ne reconnaît plus la reine d'Angleterre comme chef d'État.
Tout à fait. Donc, pour situer un petit peu la Barbade, c'est un petit peu au sud-est de Sainte-Lucie, donc vraiment pas loin de chez nous. Très bien. Effectivement, le temps nous manque aujourd'hui et Amanda va continuer à nous parler de cette nouvelle république de femmes sur nos réseaux sociaux, Caribbean Boss Lady, les experts au féminin. On retiendra en tout cas que Rihanna joue le jeu jusqu'au bout. Alors, elle a été ambassadrice du carnaval, c'est ça? Elle a été ambassadrice du carnaval et dès qu'elle peut, elle honore toujours son pays. Très bien. Merci beaucoup, Amanda. Désolée de vous avoir raccourci ce soir, mais ça continue sur les réseaux sociaux. On va en discuter. Et mesdames, messieurs les téléspectatrices et les téléspectateurs, nous vous disons merci encore et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro des experts au féminin.